Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents et bienvenue à cette nouvelle émission de la Tribune dédiée à l'économie bleue ou comment allier exploitation des ressources marines avec un minimum d'impact environnemental. Cette émission vous est donc proposée par la Tribune en partenariat avec EDF et Sète Aglopole, ici au Conservatoire Manitas de Plata de Sète, un superbe endroit que je vous invite par ailleurs à découvrir. Donc au moins de la baie d'Aigues-Mortes à la Côte-Vermeille, nous allons voir comment est-ce que l'on peut ou non allier l'exploitation des ressources marines avec souci écologique. On va discuter ensemble autour de 2 tables rondes avec une dizaine d'invités. Nous évoquerons d'une part l'innovation et d'autre part le verdissement des ports. Mais pour introduire cette journée, je vais demander à François Comène, qui est président de Sète Aglopole Méditerranée et maire de Sète, de me rejoindre. Bonjour à vous. Il vous revient l'honneur d'introduire cette discussion. Madame la vice-présidente, ma chère Agnès, mesdames et messieurs les élus des différentes communes de Sète Aglopole Méditerranée, bien évidemment, mesdames et messieurs les partenaires et les acteurs de l'économie bleue, chers amis, le XXIe siècle sera maritime. Le président de la République l'avait annoncé dès 2019 lors des assises de l'économie de la mer qui se sont tenues à Montpellier. La France, deuxième puissance maritime mondiale, porte de grandes ambitions face aux enjeux stratégiques que constituent les mers et les océans. Ces ambitions, elles sont pleinement partagées par les élus de Sète Aglopole Méditerranée qui ont décidé de les décliner à l'échelon local en faisant de l'économie bleue une des priorités d'action du mandat à court sous la houlette de notre premier vice-président Jean-Guy Majourel. Depuis 2020, Sète Aglopole Méditerranée s'est en effet engagée dans la structuration et le développement d'une filière croissance bleue avec l'ambition de devenir à terme le territoire référence en matière d'économie bleue de la région Occitanie. Pour développer cette filière, une approche globale est mise en œuvre au quotidien pour permettre d'accompagner la création d'activités et la recherche foncière, de soutenir l'innovation et de renforcer la montée en compétences du territoire via la formation et l'enseignement supérieur. De nombreux acteurs institutionnels, académiques et économiques se sont associés à cette démarche intégrée en participant à la gouvernance de cette nouvelle filière. Et je salue d'ailleurs celles et ceux qui sont présents aujourd'hui parmi nous. Des enjeux forts existent également en termes de réaménagement du territoire et de transition écologique, un impératif quand on connaît nos contraintes foncières ainsi que la nécessité commune d'agir pour la mise en place d'un modèle décarboné. Je pense notamment à la réhabilitation des anciennes friches industrielles présentes en nombre sur notre territoire du fait de notre passé industriel et qui constituent une formidable opportunité pour attirer une nouvelle génération d'entreprises et d'industries respectueuses de l'environnement et du littoral. Mais nos actions seront multilatérales pour leur conférer un caractère durable dans le temps. Le port sera en ce sens un partenaire de premier plan en devenant progressivement un smart green port interconnecté et éco-responsable. Les activités traditionnelles de la pêche et de la conchyliculture seront bien évidemment associées à ces actions, car au-delà du symbole qu'ils représentent pour notre territoire, chacun sait qu'ils ont à cœur d'œuvrer à la préservation d'une ressource qui leur permet de vivre. Le développement d'un tourisme raisonné sur le littoral sera également un terrain propice à l'action, tant son impact peut être fort sur l'environnement qui nous entoure. Les ambitions sont là et les premières actions portent d'ailleurs leurs fruits. Je suis donc très heureux d'accueillir en cette période clé pour notre territoire les tables rondes de la Tribune. Orientées
sur l'utilisation durable des mers et des océans, sur le développement de solutions innovantes et responsables, porteuses d'emplois. Ces tables rondes permettront de nourrir notre réflexion pour aller encore plus loin dans notre dynamique d'innovation et d'accompagner notre territoire dans cette évolution majeure pour son avenir économique. Merci donc à tous les intervenants, aux participants en ligne, bien évidemment, à la tribune, d'agir eux aussi pour la préservation et la valorisation de notre façade maritime et de la mer, ce bien commun qui nous appartient à tous. Je vous remercie. Merci François Commen. Juste pour vous préciser qu'il y a un petit peu de public dans la salle, à vous qui nous suivez par ailleurs sur Internet, sur la chaîne YouTube de La Tribune ou sur le site en direct de La Tribune, ainsi que nos réseaux sociaux. L'autre acteur majeur qui est intéressé par cette question de la juste exploitation de la ressource marine, c'est la région Occitanie, qui est indirectement gestionnaire des ports de Sète et de Port-la-Nouvelle, celui de Port-Vendre, pour le port industriel étant géré par la CCI des Pyrénées-Orientales. Je vais demander à Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie en charge du climat, du pacte vert et de l'habitat durable, de bien vouloir nous rejoindre. Agnès Langevin, c'est à vous. Bonjour à toutes et tous, Monsieur le Président, chers partenaires, chers élus. Je suis très heureuse d'être à vos côtés parce qu'effectivement, l'économie bleue, c'est un marqueur de la région Occitanie, des politiques déployées par sa présidente, Carole Delga, et par Didier Codorniou, en charge de la Méditerranée et de toutes ces questions. Et effectivement, on le voit ici, une appropriation très forte des communes et des territoires littoraux, mais aussi de toute la région Occitanie qui se tourne dans sa nouvelle configuration vers la mer Méditerranée, puisque la croissance bleue, l'économie bleue, pèse 8 milliards d'euros en chiffre d'affaires et pèse 45 000 emplois sur l'ensemble des filières que vous avez citées, que ce soit bien sûr le tourisme, le nautisme, le portuaire ou encore la recherche et le développement, puisque nous avons des laboratoires de recherche vraiment très innovants, mais aussi un transfert de techno vers des startups également très bien positionnées. Alors, vous l'avez dit, Monsieur le Président, pour que cette économie bleue puisse être soutenable, hein, c'est l'objet des tables rondes de cet après-midi, il faut que les écosystèmes, il faut que la mer et les océans soient en bonne santé. Et pour être en bonne santé, il faut d'abord, effectivement, pouvoir préserver cette biodiversité, lutter contre la hausse des températures. Vous l'avez très certainement suivi, le dernier rapport du GIEC nous indique que, à la fois évidemment une confirmation de l'activité humaine sur cette hausse des températures, mais aussi le temps de l'action, c'est-à-dire l'engagement des politiques publiques, des décideurs privés, du monde de l'entreprise, pour en très peu de temps, finalement en moins de 10 ans, essayer en tout cas à la fois d'atténuer bien sûr, mais de nous adapter à cette hausse des températures, notamment, mais je pense que vous y reviendrez, sur la région Méditerranée, puisque nous savons, d'après les scientifiques, que c'est une région qui sera vraiment impactée de plein fouet par des extrêmes climatiques et par, évidemment, l'effet de la hausse des températures sur cette mer Méditerranée qui va, vous connaissez le processus, se dilater, s'acidifier et du coup exposer les zones littorales à de l'érosion et de la submersion. C'est la raison pour laquelle l'économie bleue s'inscrit pleinement dans le pacte vert de la région Occitanie, ce pacte qui vise bien sûr à concilier économie et écologie, mais également à basculer de modèle pour nous préserver et préserver
le vivant sur la planète. Donc c'est des enjeux évidemment très forts au regard de notre avenir commun. Donc l'économie bleue, on y retrouve effectivement tous les marqueurs et tous les leviers d'action, surtout, hein, c'est ça évidemment qui est important, c'est comment nous allons agir, que ce soit sur la neutralité et la sobriété carbone, avec 2 projets, vous les connaissez, d'éolien offshore au large du Barcarès-le-Cat et de Gruissan, avec comme base arrière le port de Port-la-Nouvelle. Nous avons tout ce qui est, vous l'avez indiqué, tout ce qui est aménagement, requalification, notamment des zones portuaires, des friches, hein, qui nous permet aussi de cocher la case de la sobriété foncière. Nous avons l'enjeu de production alimentaire avec la pêche, la conchyliculture qui, nous le savons, sont fortement impactés à la fois par la surpêche, par le changement climatique. Nous avons l'effondrement des écosystèmes marins, évidemment. Nous avons la question, et donc un enjeu économique fort pour évidemment les acteurs littoraux. Nous avons bien sûr la question des pollutions, des déchets plastiques en particulier, puisque la mer Méditerranée, c'est chaque jour 700 tonnes de plastique qui se déversent. Voilà, donc on voit aussi la dégradation de nos écosystèmes. Et puis, nous avons cette recherche et cette innovation. Donc, voilà, l'économie bleue, tout ce que nous allons faire ensemble dans un partenariat resserré, puisque là aussi on voit, et c'est ce qui a bien finalement marché dans le cadre du Parlement de la mer, c'est d'avoir ces espaces de concertation, de dialogue avec tous les utilisateurs, les usagers de la mer, pour trouver de la planification jusqu'à des solutions très concrètes et de l'engagement citoyen, des solutions pour faire en sorte qu'on puisse concilier tous les enjeux. En tout cas, merci. Et on sera évidemment très attentif à tous ces travaux qui vont et qui alimentent d'ores et déjà le plan littoral 21 de la région Occitanie et de l'État, qui sera évidemment reconduit et traduit financièrement dans le cadre du futur contrat de plan État-région. Merci. Merci Agnès Langevin, vice-présidente de la région. Merci François Comène, président de cette Aglopole. Je vous invite à regagner le public. Tout de suite, pour débuter, nous allons introduire ces échanges pour poser les bases d'une cohabitation entre économie bleue et écologie marine avec Pierre Rivardi. Il est chef de projet initiative marine au WWF et il nous rejoint sur scène dans quelques secondes. Pierre Rivardi, bonjour. Bonjour. Donc je disais, vous êtes chef projet initiative marine WWF France. Une question d'ouverture. Est-il vraiment possible d'allier écologie marine et intérêt économique ? Alors, merci pour la question, merci pour l'invitation. Donc, je vais tout de suite répondre oui. Donc, le WWF travaille sur les principes d'une économie bleue soutenable qui sont publiés, qui sont en ligne, et croit définitivement en un futur des secteurs maritimes et le développement de solutions basées sur la nature. Juste pour vous rappeler que le WWF France travaille avec les entreprises et les territoires déjà. Donc on accompagne des entreprises dans ce chemin vers la durabilité. Et il y a déjà des succès. On a déjà pu mettre en place de nombreuses initiatives. Pour parler d'économie bleue durable, je suis obligé de rajouter l'adjectif durable. On est d'accord que l'économie bleue n'est pas forcément durable, même si elle sonne durable. C'est pour ça qu'il est très important de parler et d'utiliser l'expression entière, économie bleue durable. Alors, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais vous parler de l'UICN, qui s'est déroulé il y a quelques semaines en fait, à Marseille. On a eu la chance d'accueillir ce congrès mondial de la nature. Alors, évidemment, la question centrale, c'était la perte d'habitat marin, évidemment, qui concerne la plupart des espaces océaniques et marins à l'échelle mondiale. Alors,
ce défi écologique de la réduction des habitats, il a quand même ouvert une porte aux entreprises qui étaient présentes à l'UICN. Il y a eu énormément de travaux qui ont mis autour de la table des entreprises et des acteurs de la conservation de la nature, et on voit aussi des choses qui vont vers la bonne direction. Les entreprises étaient à une bonne place, les financeurs aussi. On parle de finances bleues aujourd'hui de plus en plus. Vous allez entendre de plus en plus de finances bleues, et donc ça ouvre aussi de nombreuses opportunités de développement économique. Pardon. Alors, pour répondre à ce défi qui est l'érosion des habitats, il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième défi, c'est le défi climat. Donc l'objectif climat et l'objectif biodiversité vont ensemble. Justement, à ce niveau-là, c'est vrai que quand on parle de verdissement des ports, c'est un des sujets de notre après-midi. Qui dit port dit bateau, et les flux de marchandises via les porte-conteneurs n'ont jamais été aussi denses qu'en 2021. Et d'ailleurs, c'est un marché qui n'a cessé de croître, à l'exception de l'année 2020, pour les raisons que l'on connaît. Donc, il y a quand même des travaux à mener, à la fois sur les ports, mais aussi sur les infrastructures, mais aussi sur les utilisateurs de ces infrastructures. Alors là, sur l'objectif climat, on est d'accord, on a entendu des annonces qui vont dans le bon sens. Je pense que les ports de Méditerranée française sont des bons exemples, je pense à l'échelle mondiale, clairement, une source d'inspiration. Pour l'objectif biodiversité, c'est un petit peu plus compliqué. Donc on a entendu, l'actualité nous l'a bien montré, le port de Sète est un très bon exemple, une réduction, un changement paradigmatique, on va vraiment vers la décarbonation au niveau des ports. Évidemment, le WWF pousse à ce qu'on décarbone aussi le transport maritime. Et là, c'est une question bien plus difficile. Pour l'objectif climat, dans ce qui concerne le transport maritime, en 2050, il faudrait décarboner complètement le transport. Là, je pense qu'aussi l'Occitanie a un rôle à jouer, un vrai rôle à jouer. Il y a des atouts sur le territoire pour essayer de pousser ce secteur du transport maritime vers le zéro carbone. Évidemment, le défi est majeur. Pour l'objectif climat, les ports ont pris de l'avance. Ils sont prêts. Ils sont vraiment prêts à recevoir un transport maritime décarboné. Il y a l'électrification des bateaux à quai qui existe déjà. Et maintenant, je pense qu'on peut parler du défi écologique. Donc là, c'est l'objectif biodiversité qui est en jeu. Alors, encore une fois, les ports de la Méditerranée française sont en avance. Ils testent déjà des solutions. Donc, dans plusieurs ports, le port de Sète également teste des solutions. Donc, le WWF, ils savent avec intérêt, et on attend évidemment la validation scientifique de tous les projets en cours. Donc, bien sûr, compte tenu de l'urgence biodiversité et climat, on espère recevoir les premiers résultats de ces suivis, une évaluation dans les 3 prochaines années, afin d'avoir ces solutions pour les porter à l'échelle internationale et de montrer qu'il est possible d'avoir des ports écologiques, finalement, et pour finalement aller, disons que ces ports et ces compagnies de transport routier soient complètement complémentaires et réaliser le défi biodiversité et climat, sachant que les bateaux, eux, se dirigent vraiment vers une réduction au niveau biodiversité. Les eaux de ballast sont de plus en plus traitées, il y a de moins en moins de pollution, et les réglementations internationales tendent à être de mieux en mieux appliquées. Donc, la réglementation, on va peut-être le préciser, sur les eaux de ballast qui est mise en place maintenant depuis 2 ans, qui oblige donc à retraiter les eaux de ballast pour qu'il n'y ait pas des pollutions et de l'importation de faune ou de flore qui puissent venir coloniser. D'espèces exotiques, exactement, oui. Alors ça, c'est une menace, une très forte menace. Alors surtout pour le golfe du Lion et une Méditerranée française. Là, si on revient un petit peu sur une échelle locale, on a un golfe du Lion qui est très paradoxal, qui est assez peu productif finalement comparé à l'Atlantique et à la Manche, mais qui semble être stable, qui semble être résilient face au réchauffement climatique. Donc on a une chance énorme finalement en Méditerranée française et en Occitanie d'avoir un golfe du Lion qui peut faire face, si bien sûr on le préserve et si on en prend soin. Alors ça commence par justement réduire au maximum le risque espèces invasives, essayer de protéger les écosystèmes, et évidemment, ce que je rappelais tout à l'heure, c'est d'enrayer la destruction des habitats. Alors vous parlez de protection des écosystèmes, on est à Sète, c'est le premier port de pêche de Méditerranée. Il y a également ici le Grau du Roi ou les ports d'Agde également qui sont des places de marché importantes. Donc,
Comment est-ce qu'on préserve cette ressource qui est le poisson, tout en continuant de nous nourrir? Et c'est vrai qu'il y a des quotas qui existent, ils sont souvent l'objet d'ailleurs de discussions assez fermes entre les autorités et les professionnels. Alors, pour donc, tout le secteur halieutique, évidemment, quand je parlais de destruction d'habitat, il va falloir faire un gros travail pour réduire les pollutions terrestres qui impactent les nurseries côtières. Pour la pêche, en tout cas, il y a vraiment un nouveau monde qui s'ouvre. Clairement, il y a des opportunités immenses pour continuer de pêcher dans ce milieu qui, finalement, et comme je l'ai expliqué, était paradoxal dans sa faible productivité, mais qui nous apportera de la nourriture encore pour les prochaines générations, qui devraient pouvoir subvenir à nos besoins. Et tout cela, le WWF, évidemment, accompagne les acteurs locaux, donc les acteurs de l'Occitanie également, avec plusieurs projets. Je n'irai pas dans le détail, mais si on doit caractériser, finalement, il y a quatre objectifs, on va dire. Celui de réduire la surmotorisation et d'aller vers des bateaux avec des modes de propulsion décarbonés, en tout cas vers la moins polluante. Il y a évidemment le circuit court, donc essayer de privilégier la production locale. Il y a travaillé sur les engins de pêche aussi pour réduire les prix accessoires, mais en tout cas il y a énormément de R&D possible autour. Et puis le dernier, évidemment, il y a un projet d'ailleurs WWF qui est en cours sur la récupération des déchets de la pêche, en fait, avec des filets en fin de vie qui pourront être récupérés dans les ports. C'est une des sources majeures de pollution en mer, et donc là il y a une solution concrète qui est en train d'être testée. Merci. Alors d'un mot, juste pour finir, la Méditerranée donc, a quelques particularités. François Commen le rappelait tout à l'heure en introduction, et un programme qui a été financé par l'Europe et dont vous êtes un des lauréats. Moteur, donc, oui. Voilà, un des moteurs donc, a été retenu. Donc si vous pouvez nous rappeler en deux mots le contour de ces règles. Alors c'est un projet qui s'appelle Forest for MPA qui s'est achevé l'année dernière, où on a pu mettre en place sur tous les secteurs maritimes, donc en Méditerranée française, on a pu identifier les conditions de la durabilité. Alors vous avez en ligne la possibilité de lire ces documents, et donc pour tous les grands secteurs du maritime, il y a une voie qui est tracée vers l'économie bleue durable. Alors évidemment, il y a une partie de ces documents qui concerne l'autorité de la planification de l'espace maritime, qui a un rôle majeur à jouer dans cette voie de l'économie bleue durable, où on a maintenant, et il y a tout à faire en fait, déjà sur ce premier cycle qui va nous occuper dans les 5 prochaines années, où on a pu avoir un exercice collectif très intéressant entre les secteurs du maritime, les acteurs de la protection de l'environnement, pour déployer des mesures environnementales, des principes qui sont, on va dire maintenant, un peu plus ancrés dans la culture, qu'il va falloir mettre en place. Et la région Occitanie est, on va dire, a la capacité, la possibilité de les appliquer. Donc le principe de zéro perte nette de biodiversité, la démarche ERC, le principe de zéro artificialisation nette. Démarche ERC, d'un mot, pardon. Alors ERC, c'est éviter, réduire, compenser. Donc, il y a la mise en place des zones de protection fortes, comme l'a annoncé le président Macron, avec 5% au sein de la Méditerranée. Je pense que là, on a, avec le DSF, un ensemble de mesures, donc d'outils, qui vont nous permettre d'aboutir à cet objectif donc de transition écologique et transition énergétique. Merci beaucoup Pierre Vardy. Je rappelle que vous êtes chef projet initiative marine au WWF France. Ces propos vont certainement éclairer nos deux tables rondes. On va commencer tout de suite avec la première. Elle concerne l'innovation, le temps d'un petit jingle, et nos invités seront avec nous. Bien de retour ici au Conservatoire de musique Manitas de Plata. Donc pour ce premier temps d'échange pluriel autour de la recherche et de l'innovation en matière d'économie bleue, nous accueillons Maria Ruissen, qui est la chef de la station Ifremer de Sète. Bonjour. Également Gilles Léandreau, qui est directeur général de la société Soper, une société d'ingénierie. Nous reviendrons dans quelques minutes sur ses fonctions. Stéphane Roumeau, qui est directeur du syndicat mixte du Bas-Sainto. Bonjour. Jean-Guy Majourel, président du conseil de développement de Sète Aglopole Méditerranée. Pardon ? Ça, c'est le passé, d'accord.
premier vice-président de l'agglomération, donc de cette aglopole, et Guillaume Chanusso, directeur de l'agence Dalkia Méditerranée. Bonjour, je vous invite à passer un micro à Maria Russen, s'il vous plaît. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien. Rappelez-nous, donc l'IFREMER, on connaît le centre de recherche, mais expliquez-nous, rappelez-nous en 2 mots quelle est son activité ici sur le bassin sétois, et puis surtout en quoi est-ce qu'il s'insère dans une recherche appliquée et pas seulement une recherche académique, s'il vous plaît. Donc l'IFREMER, c'est un établissement public à intérêt commercial qui a pour vocation de développer des recherches autour historiquement des ressources marines exploitées. Historiquement, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on évolue autant autour des ressources qu'autour des activités qui soit dépendent, soit exploitent ces ressources. Dans son décret de fondation, donc en 1984, l'IFREMER intègre en fait déjà l'innovation parmi ses 3 piliers d'activité. Et donc l'innovation a, dès 1984, un poids aussi important que la recherche, d'une part, et que l'appui aux politiques publiques, d'autre part. Donc l'IFREMER, c'est bien un établissement de recherche qui a pour vocation autant la recherche fondamentale que la recherche appliquée, et autant des actions d'expertise que des actions de développement technologique et industriel, de manière à favoriser l'économie bleue et le développement d'un tissu économique maritime durable. Nous allons y revenir. Stéphane Roubaud, donc directeur du syndicat mixte du bassin de Thau, bonjour. En 2 mots, rappelez-nous quel est le rôle de ce syndicat mixte pour les non-sétois notamment. Oui, bonjour. Donc, le syndicat mixte du bassin de Thau, il a été créé en 2005 par François Comène sur une question simple, c'était l'aménagement complexe en fait, du bassin versant de la lagune de Thau, dont on connaît toutes les composantes à la fois environnementales, d'urbanisme, etc., qui se posent quasiment sur tous les littoraux français. Et donc ce syndicat il a été créé justement pour mener de front l'aménagement du territoire avec tous les impacts environnementaux que cet aménagement pouvait impliquer. Et donc voilà, notre activité tourne autour de ces 2 sujets, l'aménagement et la gestion de l'eau, la gestion aussi des espaces naturels, pour les espaces Natura 2000 notamment. Et j'y reviendrai, mais ça nous a amené à développer beaucoup de collaborations extérieures pour régler des problèmes effectivement de gestion littorale qui sont fortement compliqués par la présence de l'eau qui est omniprésente sur cette. Vous avez développé donc une plateforme d'innovation qui est financée notamment par l'État et qui accueille à ce jour une dizaine de projets qui sont portés par des entreprises. Quelles sont-elles et quel est votre rôle exactement à leur côté ? Alors le principe, c'est celui que j'évoque, c'est de trouver ensemble, quand je dis ensemble, c'est public, privé, associatif, société civile, des solutions de transition. Et on a expérimenté, le faire par des marchés publics, c'est des solutions souvent très ponctuelles qui ont des répercussions vraiment à très court terme. Si on veut vraiment aménager durablement un territoire, on est obligé de se faire accompagner par des compétences extérieures. Et donc ce principe de collaboration avec les entreprises de recherche, on a longtemps collaboré avec IFREMER, mais aussi avec d'autres sociétés, laboratoires de recherche, ça a tissé en fait un attrait à la fois pour le monde universitaire, à la fois par le monde de l'entreprise, de venir faire sur le bassin de Thau des expérimentations, des démonstrateurs de services ou de produits. Et donc c'est cette piste-là qu'on a continué de creuser. Avec la région Occitanie, on a répondu à un appel à projet sur les territoires d'innovation. Et donc on a été lauréat sur la candidature que certains connaissent, Littoral Plus. Et donc ce laboratoire territorial, le Lab Thau, l'expérimentation grandeur nature sur Thau, ça fait partie des actions que le syndicat mixte coordonne pour faire en sorte qu'on puisse avoir des projets de démonstration de transition sur le bassin de Thau. Et avec une dotation qui était somme toute importante. Une dotation qui nous permet l'amorçage effectivement de ces projets. Pour donner le montant. Alors, on peut donner le montant. Enfin, nous, on a une dotation concernant spécifiquement l'action sur le bassin de Thau un petit peu moins d'1 million d'euros. Voilà, qui nous permettent effectivement, avec les industriels, avec les laboratoires de recherche, de commencer à faire des premiers démonstrateurs de services pour la transition des littoraux. On y reviendra dans un instant. Gilles Léandreau, donc, je disais, vous êtes directeur général de Soper. Pour resituer, Soper, c'est une société qui a été créée par Jean-Michel Germain, qui était le fondateur de la Compagnie du Vent, la première entreprise française à construire une éolienne, et c'était dans le département de l'Aude, le siège de la société était à Montpellier. Et Soper, aujourd'hui, travaille en tant que société d'ingénierie sur la décarbonation, notamment des transports maritimes. Dites-nous en quelques mots quels sont vos projets phares.
Oui, effectivement. Donc Soper, déjà, on est très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui parce que l'aventure Soper a démarré il y a 30 ans à Port-la-Nouvelle avec la première éolienne. Et c'est dans notre ADN de faire des projets innovants et des projets autour de la transition énergétique. Et depuis 2 ans maintenant, notre ambition est de décarboner les transports lourds. WWF en parlait tout à l'heure. C'est un enjeu et un défi majeur. Et c'est de décarboner donc les transports maritimes et aériens. Et donc en mettant au point des carburants de synthèse durables qui viendront remplacer les carburants fossiles. Alors, quand on parle de ça et puis qu'on voit une société héroltaise qui vient de nous parler de ce sujet, on se dit c'est un sujet auquel s'attellent aujourd'hui tous les grands de l'énergie. Donc on se demande avec quels capitaux est-ce que finalement vous pouvez entreprendre ces recherches et comment une entreprise comme la vôtre finance son activité? Effectivement, on voit de nombreuses sociétés qui sont actives sur le domaine depuis peu de temps et finalement ça nous rassure, on pense être vraiment au bon endroit. Mais ça fait bien 2 ans qu'on travaille sur le sujet et nos études ont été comment décarboner le transport. Et donc on a étudié la conception des bateaux et notamment la mise en place de voiles sur des navires. Et on est actionnaire d'ailleurs, on a acheté une société on est rentré au capital d'une société qui s'appelle Zéphyr et Boré et qui envisage de transporter des éléments d'Ariane 6 avec un bateau à voile. Voilà, donc on précise que vous ne réinventez pas le voilier, il s'agit bien de bateaux de transport de marchandises lourdes. Exactement. Et c'est une société donc, qui a mis au point un bateau qui permet de décarboner pas loin de 20% grâce au voile. Les autres solutions sont connues, hein, c'est ralentir les navires, c'est l'électrification. Mais dès qu'on est sur des longues distances, il n'y a qu'une solution, ça va être des biocarburants durables. Et c'est notre ADN. Aujourd'hui, on a une équipe d'ingénieurs qui travaille là-dessus depuis 2 ans. Et je pense, parmi les premiers, il y a 2 ans, on en parlait très près des carburants de synthèse électriques. Merci. Guillaume Chanusso, vous représentez Dalkia Méditerranée. Dalkia, c'est une filiale d'EDF. Et vous développez à 7 un projet de thalassothermie. Alors, la thalassothermie, est-ce que c'est comme la géothermie, mais avec de l'eau de mer? Oui, bonjour à toutes et tous. Oui, c'est un peu ça. Donc, je vais vous parler de ce projet qui fait suite à une grosse volonté déjà de la ville de Sète et de Sète Aglopole, hein, qui a une démarche environnementale initiée depuis de nombreuses années, puisqu'on a déjà réduit de 30% les consommations de tous les sites de la ville. Et la deuxième étape, c'était d'accompagner le quartier Est, donc l'entrée Est de Sète, côté Frontignan, d'accompagner ce quartier via une énergie renouvelable. Donc la solution retenue, c'est une solution de thalassothermie, donc c'est un peu comme de la géothermie, puisque là, on ne va pas chercher soit de la nappe phréatique, soit de l'énergie dans le sol, mais bien dans l'énergie marine, en vue de justement chauffer, climatiser à partir de cette solution renouvelable tous les bâtiments qui vont progressivement sur cette entrée Est être construits lors des 10-12 prochaines années. Donc c'est un projet qui est bien réel, avec donc un réseau qui va effectivement être construit. Comment est-ce que vous allez pomper l'eau et puis comment est-ce que aussi vous allez la restituer? Parce que quand on aspire de l'eau, on aspire aussi de la faune et de la flore. Et quand on rejette, pour créer du chaud et du froid, on rejette soit plus chaud, soit plus froid. Donc on a aussi un impact direct sur sa sortie. Tout à fait. Alors, je vais vous parler déjà du fonctionnement global et pour revenir après à ce pompage-rejet qui est primordial en lien avec la faune et la flore. Donc, cette solution, elle est construite en plusieurs niveaux. Donc, on a une première boucle d'eau de mer où il y a en effet un pompage et rejet d'eau de mer. Donc, on se sert de cette eau de mer pour échanger des calories, frigories, dans un local d'échange. Donc, c'est un local d'échange, c'est des gros échangeurs qui font interface entre cette boucle d'eau de mer et cette boucle tempérée, boucle d'eau douce, qui va, elle, suivre l'évolution du quartier Est de Sète. Et sur cette boucle d'eau douce, on va installer des pompes à chaleur en pied de bâtiment ou par groupe de bâtiments. La vocation étant de produire du chaud et du froid renouvelable, donc pour les usages chauffage, au chaud sanitaire, mais aussi du rafraîchissement, puisque au regard du dérèglement climatique, c'était un sujet très important aussi de au moins parler de rafraîchissement. Pour le sujet donc pompage rejet, donc en effet donc on équilibre cette boucle par cette eau de mer
en puisant dans le canal. Donc il y a eu, c'est un gros sujet qui a été traité avec toutes les études d'impact, avec l'ADREAL. La finalité, c'est justement d'être vigilant sur le sujet. Donc on capte de l'eau de mer et on la rejette à une différence de température qui est inférieure à 5 degrés. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a le deuxième sujet qui est les débits. Il y a 5 degrés de différence par rapport Oui. au degré de pompage. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais vous faites bien de le souligner, c'est important. Après, en termes des débits, on a des débits qui sont importants, puisqu'on parle quand même de 2500 m3 de pompage en moyenne. On a du mal à se rendre compte, pardon, excusez-moi. Est-ce que ça représente autant d'eau? Je vais illustrer ceci en termes de diamètre de tuyauterie. Donc, on va pomper dans des tuyauteries de diamètre 800 mm, quand même conséquente. 80 cm. 80 cm, voilà. Justement pour éviter d'impacter le canal. Et puis le rejet, c'est le même diamètre, cette fois-ci avec du PEHD, donc du plastique, avec un système de diffusion pour éviter justement, avec ce débit, d'avoir des contraintes sur la flore, sur les bateaux, sur la faune, etc. Voilà, il y a une grosse étude là-dessus. On est bien sur un quartier qui va réellement voir le jour. Et il y a combien de logements à terme ou d'entreprises ou de mètres carrés qui devraient s'installer dans ce quartier à horizon 10-15 ans? Alors, donc oui, le projet est déjà parti, puisqu'en arrivant ici, vous avez vu quelques promoteurs qui vont construire. Les premiers bâtiments livrés seront en 2023, puisque la ville de Sète et cette Aglopole a souhaité commencer par des logements sociaux et une maison de retraite. Donc ça, c'est tout début 2023. Et après, progressivement, des logements. Donc on parle de 3000 logements sous 10-12 ans. Voilà, c'est déjà parti. Et nous-mêmes, nous avons déjà intégré notre réseau, enfin une partie du réseau. Donc on suit l'avancement du projet en intégrant nos tuyaux, notre boucle dans les sols. Donc l'intérêt je ne sais pas si on parle d'environnement quand même, parce que c'est le sujet vital sur ce dossier, c'est l'intérêt de cette solution. Donc ça permet de fournir de la chaleur et du froid renouvelables, puisqu'on est à 70%, plus de 70% de taux d'ENR dans cette solution. À horizon 10-12 ans, donc à terme, on parle de 4600 tonnes de CO2 économisées. Alors j'aime bien le traduire en voiture parce que le CO2 c'est pas très parlant. Donc on parle de 2500 voitures retirées de la circulation chaque année, donc c'est autant d'émissions en moins et c'est local. Et puis surtout c'est une source inépuisable puisque c'est l'eau de mer. C'est en moins, disons que ça compense parce que vous aurez à peu près autant de logements qui seront créés sur place. Donc vous amenez 2500 à 3000 voitures sur site, mais l'opération vous permet de faire moins, de polluer moins peut-être. Mais... Ouais, oui, il y a quand même un besoin de logement très important à Sète. Donc quoi qu'il arrive, il y aurait eu des solutions conventionnelles qui auraient été mises en place et qui auraient, quoi qu'il arrive, consommé beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on se permet bien de parler d'économie de CO2. Et c'est bien une réalité, c'est le maître mot de ce dossier. Merci Jean-Guy Majourel, donc vice-président de cette Aglopole Méditerranée. Bon, le rôle, vous êtes un pro de l'énergie, on va aussi le préciser. Vous êtes un professionnel de l'énergie. Un ancien, oui. Oui. Voilà, vous avez là, je m'exprime en tant qu'élu. Vous avez fait, pardon ? Je m'exprime en tant qu'élu. Vous exprimez en tant qu'élu, oui, tout à fait. Vous avez fait une carrière à EDF avant, et donc votre mission à cette Aglopole, c'est quand même de fédérer, c'est de mettre de l'huile dans les rouages. Alors quand on entend tous ces projets, on entend qu'il y a beaucoup de vivacité et en même temps le risque, c'est comme avec l'énergie, c'est qu'il y ait de la déperdition. Donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à mettre tout cela en musique? Parce qu'on comprend qu'il y a des capitaux, il y a du capital humain, il y a du capital intellectuel, des capitaux financiers et il ne faut pas les gaspiller. D'abord, il y a un véritable alignement des planètes actuellement sur l'économie bleue. On l'a dit, le président et la vice-présidente de la région et le président François Comène l'ont rappelé. L'État veut mettre l'accent fortement sur la filière, la croissance bleue, sur la filière maritime. Nous sommes la deuxième zone économique exclusive du monde, donc on l'a peut-être un peu oublié dans le passé. On a un ministère de la mer qu'on n'avait pas jusqu'à présent depuis 30 ans. Donc au niveau national, on voit que France Relance d'ailleurs aussi va consacrer 700 millions d'euros au domaine maritime. Donc on voit que la nation, le pays, veut travailler sur ce domaine-là. La région également.
Je ne vais pas reprendre les propos d'Agnès Langevin, mais en plus, nous avons le port Sud de France aujourd'hui qui s'engage dans une démarche tout à fait intéressante de Green Port et de Smart Port, dans lequel on voudrait les aider, en tout cas contribuer. Et puis effectivement, notre projet de territoire. Cette Agropole Méditerranée a développé un projet de territoire dans lequel, le président l'a aussi rappelé, l'économie bleue est au cœur du mandat. Donc cet élément de planète, cette Agropole Méditerranée, par ses compétences, développement économique, formation, innovation, aménagement du territoire. Je profite pour dire que c'est un travail d'équipe au niveau des vice-présidents. Je salue Louis Quinares qui est ici présent et qui s'occupe de l'aménagement du territoire et du foncier, et Laurent Semagne qui s'occupe de la formation, qui font tous les deux un gros travail dans ce domaine-là. Donc c'est un vrai travail d'équipe. On veut surfer, pour rester sur un terme maritime, sur cet alignement de planète pour développer un vrai écosystème dynamique sur ce territoire. Ce territoire, il a une particularité très intéressante, c'est qu'il est à taille humaine. Et quand on est à taille humaine, on est agile, c'est-à-dire qu'on peut réagir très vite. Et en même temps, bien que ce territoire soit à taille humaine, il est extrêmement riche. Tout le monde ne sait pas forcément qu'il y a une centaine d'ingénieurs-chercheurs dans le domaine maritime, représentés essentiellement par Ifremer avec Maria, par le syndicat mixte, ici Stéphane Romeau, et par l'Université de Montpellier, la station marine historique de Sète. Donc ça fait une centaine d'ingénieurs-chercheurs. On a aussi un lycée de la mer, le plus grand lycée de la mer de France en termes d'enseignement sur les métiers de la mer. Bref, on a un écosystème qui est extrêmement favorable pour développer une filière. Et il se trouve que, le président l'a aussi rappelé, il se trouve que nous sommes à un moment charnière, c'est-à-dire que les dernières industries, il faut bien le dire, impactant l'environnement, les cimenteries, les raffineries, les usines d'engrais, toute cette époque industrielle est passée, on a des friches industrielles et il est temps maintenant de développer une filière. Donc vous voyez un alignement de planète nationale, régionale et locale et un écosystème favorable qui fait qu'on a eu l'idée de développer ce qu'on appelle un pôle de croissance bleue. Alors pôle pour donner une connotation ouverte et croissance bleue parce que évidemment le rôle de cette Agropole Méditerranée c'est de développer l'emploi et l'activité par l'innovation d'ailleurs. Et ce pôle de croissance bleue il se veut intégrateur de la formation. Il y a déjà, on sait peu aussi qu'il y a près de 800 étudiants sur 7 et on voudrait que certaines formations maintenant s'orientent vers le domaine maritime un peu plus. La recherche appliquée, donc je viens d'en parler. Dans les compétences de cette Agropole Méditerranée, nous avons à cœur aussi de mettre en place des pépinières d'entreprises. Une va dans moins d'un an maintenant voir le jour, et puis une dans 2 ans. Et enfin, grâce à nos friches industrielles qui deviennent un véritable atout, on va pouvoir développer des zones économiques maritimes et tout ça dans un esprit d'innovation. Merci. Alors Maria Russen, certains instituts de recherche publique ou parapublique prennent des parts dans des sociétés. Parfois, c'est même suite à la suite de recherches émanant de leurs propres chercheurs. Il y a des spin-offs, comme on dit, qui sortent de ces instituts de recherche. Est-ce que c'est le cas de l'Ifremer ? Et d'autre part, est-ce que vous prenez des parts dans des sociétés qui ne sont pas forcément issues de recherche de l'Ifremer ? Oui, alors effectivement, comme je disais, développer l'innovation, c'est un des piliers du travail de l'Ifremer. Donc ça se traduit nécessairement par plusieurs outils qui vont, on va dire, du fonds d'investissement dédié à l'innovation. Donc notre Premier ministre Jean Castex l'avait annoncé en février, il l'a redit aux assises, on a un fonds d'innovation de 120 millions d'euros dont l'Ifremer est un des principaux partenaires. Donc ça va du fonds d'innovation jusqu'aux dynamiques incitatrices en fait en interne de l'Ifremer pour faire naître, déjà faire exprimer des idées qui pourraient être porteuses d'innovation. Une fois qu'on les a exprimées, on les travaille au sein de l'Ifremer avec les structures qui vont bien sous forme de contrats de courte durée et légèrement dotés financièrement pour pouvoir faire naître sur 18 mois une vraie dynamique de création d'innovation et de start-up. Et puis quand cette prématuration elle est presque terminée, on finalise un projet et on monte de réels projets de collaboratifs d'innovation qui peuvent donner naissance effectivement à des entreprises privées. Donc on a quelques exemples voilà, au fur et à mesure des outils. Donc, par exemple, sur le territoire, on a la Coldep, donc, qui est née des travaux d'expérimentation à Palavas sur une filtration
des bactéries à l'aide d'un airlift. Et donc Coldep est né des expérimentations qui se sont déroulées dans les bassins des 7 Palavas, puis a pris son envol avec une dizaine de salariés, un nombre assez important de chiffre d'affaires, 800 000 €, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est ça, et puis un rayonnement international qui va croissant. Bioceanor, qui est une entreprise qui a d'ailleurs été, je crois, mobilisée par cette Aglopole il y a peu de temps, dans le cadre d'un événement, est aussi né des travaux d'une unité mixte de recherche, l'unité IHPE, qui dépend de l'Ifremer et qui s'est spécialisée en instrumentation du milieu marin pour une aide à la gestion, etc. Donc on a tous ces outils-là qui nous permettent de faire naître ces idées et de leur donner corps. Et j'en illustrerai par une simple dernière avant de céder la parole. On parlait tout à l'heure de navires moins consommants. À partir des dispositifs d'innovation de l'Ifremer et notamment du dispositif donc Octopus, est née la start-up Bluefins, qui a développé donc un hydrofoil, c'est-à-dire un foil, comme on a sur les planches à voile, etc., qu'on met sur des gros navires de commerce ou de fret, et qui permettrait de diminuer jusqu'à 30% de leur consommation. Donc ces initiatives innovantes qui sont nées des outils de l'Ifremer, qui sont valorisés par des instituts participatifs. On disait, est-ce que quand on a autant d'initiatives, il n'y a pas de déperdition? Eh bien non, parce que les acteurs locaux, donc comme cette Aglopole, comme la région et comme nous, on crée des instituts, des pôles qui regroupent toutes ces compétences en synergie et qui permettent de valoriser et d'identifier les compétences clés. Et donc Bluefins, qui est aujourd'hui valorisé au travers de l'Institut Carnomers, qui est un très gros outil d'innovation, pourrait être effectivement une start-up avec un produit mobilisable sur le territoire de l'Occitanie qui connaît quand même une fréquentation par des gros navires de plaisance ou de croisière. Et par quel... vous dire donc ces moyens-là, mais est-ce que vous mettez des locaux à disposition? Vous avez des projets, je crois, d'agrandissement? Oui, tout à notamment. fait. Donc on met de la matière grise, ça vous l'avez compris, on met de la matière financière et puis on met de la matière foncière. Et donc effectivement, c'est un des piliers du pôle de croissance bleue de cette Aglopole. À côté de la station Ifremer de cette actuelle, se construit une plateforme que l'on a appelée Célimer, donc campus de la mer, et qui sera dédiée à l'innovation. Alors à l'innovation, avec notamment un espace de collaboration publique-privée, dont on va faire vivre en fait cet espace par voie d'appel à manifestation d'intérêt et qui aura vocation à accueillir des entreprises ou des projets en maturation, donc à différents stades de développement, et de leur faire bénéficier de l'emprise spatiale, de la proximité à l'eau et de la proximité avec l'ensemble intellectuel de l'Ifremer et de ses unités mixtes de recherche et aussi de ses équipements, puisqu'on dispose d'équipements de pointe que les pouvoirs publics nous ont aussi largement aidés à acquérir par la voie du contrat de plan État-région et par la voie de France Relance. Merci Stéphane Roumeau. Pour accompagner l'innovation maritime, on disait qu'il faut de la matière grise, des capitaux, et parfois ces capitaux viennent d'horizons surprenants. Puisqu'on a certaines entreprises, notamment dans le secteur de l'armement, me dit-on, qui investiraient sur la recherche maritime autour du bassin de Thau. Est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu les raisons qui poussent ces grands industriels de l'armement et du numérique à venir investir le territoire ? C'est effectivement un côté surprenant. Nous, notre boulot, c'est de mettre en défi en fait, des questions qui intéressent notre territoire. Donc, on a des problèmes, donc on le dit, on essaye de les exposer de la meilleure façon qu'on le peut pour adresser des problématiques industrielles. Et c'est vrai qu'on est assez surpris en fait, par le profil de gens qui tapent à la porte en disant on voudrait vous aider à trouver des solutions. Et ça nous est arrivé beaucoup dans le domaine du spatial, beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle, des gens qui sortent de leur zone de confort, enfin, de là où ils sont puissants, pour venir sur des défis qui sont plutôt à portée environnementale, à portée de gestion de territoires littoraux. Et c'est relativement surprenant de voir l'engouement qu'il y a pour ces entreprises. Alors peut-être par souci de diversification, peut-être parce que c'est des marchés qui sont plus globaux et qu'il faut intégrer des solutions environnementales au package commercial. Toujours est-il que sur les questions de démonstration de services, on est effectivement de plus en plus sollicité par des entreprises qui sont un peu hors cadre et qu'on n'attend pas nécessairement sur ces segments-là. On parle de sociétés telles qu'Atos qui, il y a encore quelques jours, faisait partie du CAC 40. Donc on est sur des sociétés qui n'ont pas forcément plus d'ancrage local.
Oui, complètement, mais qui souhaitent en fait effectivement appliquer de plus en plus leur savoir-faire sur des thématiques qui sont dans le domaine de la transition écologique. Et effectivement, alors vous citez Atos, mais il y en a d'autres qui s'intéressent effectivement à l'applicatif littoral. Et c'est tout à fait intéressant pour nous, puisqu'on avait plutôt coutume de travailler avec des gens de métier, on va dire. Il se trouve que beaucoup autour de la question de la gestion de la donnée, beaucoup autour de la télédétection, je reviens sur ces thèmes, en fait, c'est plutôt l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que c'est des spécialistes qui viennent chercher des applicatifs, et donc le chemin il est fait un petit peu dans l'autre sens, et nous on s'en trouvera absolument ravis. Donc il y a le travail de la donnée, est-ce que, je sais pas, il y a de la modélisation d'écosystèmes, ce genre de choses sur lesquelles ils peuvent vous aider à travailler ou aider les entreprises à travailler? Oui, exactement, c'est-à-dire qu'on travaille sur la modélisation, ça a été de territoire, ça a beaucoup été des questions entre guillemets de physiciens, donc des gens qui essayaient de comprendre pour pouvoir modéliser. Et effectivement, avec l'afflux de données qu'on trouve sur les territoires, qui viennent des smart cities, qui viennent de partout, des smart territoires au sens large, on se rend compte qu'on est en capacité aujourd'hui d'apporter des maquettes numériques sans comprendre nécessairement les interactions, mais avec toute la puissance du data learning, tout ce qui permet de retirer en fait une valeur ajoutée d'analyse territoriale sur de la donnée. Et c'est vrai qu'on se retrouve à gérer des problématiques environnementales à partir effectivement de traitement de données. Merci. Alors, Gilles Leandro, tout à l'heure, on évoquait avec vous cette question de l'innovation. L'innovation, c'est essayer, c'est parfois aussi se tromper. Et je vais dire, même quand on a l'idée qui va réussir, l'un des soucis de cette économie, c'est qu'elle ne peut pas fonctionner, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, si elle n'est pas subventionnée d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ce n'est pas un problème quand même pour une société comme la vôtre de vous dire que finalement ce qu'on essaye de développer, si on n'est pas subventionné, ça ne peut pas marcher? Alors effectivement, c'est un des sujets, mais pour pouvoir aborder ce point-là, je pense qu'il faut décomposer un peu le thème qu'on souhaite développer et qu'on souhaite approfondir dans l'innovation. C'est ce carburant de synthèse, il est composé à la fois d'hydrogène vert, donc qui est produit à partir de l'électrolyse de l'eau, et de carbone qui est capté dans les fumées d'usine ou bien directement dans l'air. Et donc, on a déjà un enjeu, c'est d'avoir un hydrogène vert qui soit compétitif, et puis un carbone qui soit, c'est le deuxième enjeu, c'est pas un enjeu de financement, mais c'est un enjeu de durabilité, c'est-à-dire que ce carbone doit être issu de la biomasse ou, comme je le disais, directement dans l'air. Donc, pour que ces carburants puissent voir le jour, il y a plusieurs moyens. Donc là, on en voit un qui apparaît naturellement, c'est la hausse du prix du pétrole et du gaz. Bon, ça joue en notre faveur. Il y en a un autre, c'est la réglementation. C'est qu'aujourd'hui, dans le transport maritime, il n'y a pas de réglementation, même s'il y a un objectif de l'OMI qui est de diviser par 2 les émissions d'ici 2050, il n'est pas contraignant. Donc il y a une réglementation qui, aujourd'hui, dans le maritime n'existe pas, alors qu'elle existe dans le terrestre et elle existe dans l'aéronautique déjà. L'autre levier, c'est la fiscalité, la taxe carbone. Donc celle-ci, elle est en train d'évoluer aussi. On voit que depuis plusieurs mois, elle est en train d'augmenter, ce qui va donner donc un surcoût aux carburants fossiles et donc un avantage compétitif aux carburants verts. Et donc le dernier, pour pouvoir lancer des projets, les initier, c'est effectivement des subventions. Typiquement, on a un projet sur Port-la-Nouvelle avec un cimentier que je ne citerai pas, qui a pour objectif de capter... Cimenterie Lafarge, moi je peux la citer, j'ai pas de problème. Effectivement, mais c'est encore un projet sur lequel on est en train d'élaborer des modèles. Et l'idée, c'est de capter les fumées de CO2 et de les associer à de l'hydrogène sur notre territoire. Et on va préciser qu'en fait, les cimenteries sont généralement dans un département les plus gros émetteurs industriels de CO2, parce que dans l'air, il y a quand même assez peu de CO2 naturellement, et donc il vaut mieux aller à la source, là où on en trouve le plus. Exactement. Donc là, il y a cette source, effectivement, génère beaucoup de CO2. Ils sont déjà en train de se verdir en utilisant des carburants, enfin des éléments pour faire tourner leur four avec de la biomasse. Donc il y a déjà du CO2 biogénique qu'on va pouvoir récupérer. Et donc ce projet-là, on l'a déposé à un appel à manifestation d'intérêt de la région qui est très très en avance parce que c'est la première région en France à avoir lancé ce type d'appel à projet
pour créer et produire des kérosènes de synthèse. Et donc ces kérosènes, ensuite, vous les utiliseriez à quoi, puisqu'on est là dans l'innovation marine au profit donc, de l'économie bleue? Alors l'intérêt de ce projet qui finalement fait du kérosène de synthèse, le lien qu'on trouve évidemment avec les ports, c'est que c'est le côté distribution logistique qu'on va trouver sur tous les ports, et notamment Port La Nouvelle, Sète, qui après ont un accès privilégié avec le port de Fos, où finalement il y a toutes les plus grosses raffineries, où les mélanges vont se faire entre le fossile et puis le carburant vert. Merci pour ces précisions. Alors Guillaume Chanusso, au niveau du quartier que vous êtes en train de... Enfin, vous êtes en train de participer à la création donc, de ce quartier. Est-ce que là aussi on est sur une économie subventionnée, ou est-ce qu'on a trouvé, puisque le quartier se construit sur une quinzaine d'années, un équilibre à long terme sur vos investissements? Alors, oui, en effet. Donc là, on a eu besoin de subventions pour structurer ce projet renouvelable, puisque c'est un projet, on a une vision 30 ans, mais ça nécessite malgré tout des investissements pour structurer ces réseaux, notamment pour distribuer chaleur et froid qui ont une durée de vie beaucoup plus longue. Donc on fait bien appel à des subventions ADEME et régions à hauteur d'un peu plus de 30% dans le cadre de notre projet. Donc pour l'instant on en a besoin. Au regard, toujours, on est vraiment impacté aussi au regard en lien avec les énergies fossiles, puisqu'on compare toujours en France une solution renouvelable à une solution plus conventionnelle, au gaz ou autre. Donc on est aussi dépendant des énergies fossiles, du prix des énergies fossiles. Donc là actuellement le prix du gaz augmente très fortement, on en a parlé tout à l'heure. Donc là aujourd'hui ça va permettre justement de mettre en œuvre plus de solutions renouvelables et peut-être moins avoir de besoins en termes de subventions pour que le projet soit viable économiquement dès la première année. Merci Jean-Guy Majourel. On n'a pas beaucoup parlé de pêche et de conchyliculture, alors qu'elles sont des emblèmes de la ville et puis qu'elles font vivre aussi le territoire. Comment est-ce qu'on peut accompagner par l'innovation ces filières? Alors tout à fait, on a donc cette agropole méditerranée, comme je l'ai indiqué, a pour vocation de fédérer, de structurer, d'organiser, je dirais, toute cette richesse locale qui finalement travaille chacun un peu dans son silo. Et donc, d'où cette notion de pôle croissance bleue. Pour ça, on a beaucoup consulté, beaucoup écouté, parce que nous ne sommes pas des spécialistes de la mer, même si j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas un spécialiste de la mer. Donc, on a beaucoup consulté. On s'est aperçu qu'il y avait, on va dire, trois thématiques majeures. La pêche et la conchyliculture, mais au regard d'une pêche et d'une conchyliculture durable face au changement climatique. Nous avons évidemment Port Sud de France, avec, je l'ai dit tout à l'heure, les Green Ports et Smart Ports. Et puis nous avons aussi le tourisme en littoral. Le trait de côte est très important pour la question du tourisme, le respect des espaces naturels, comment concilier tourisme et ces problématiques. Nous avons par exemple beaucoup d'hôtelleries de plein air qui sont vraiment en bord de plage, donc comment tout ça va vivre dans le futur. Donc voilà les thématiques principales. Une autre, c'est la particularité, c'est que nous avons des lagunes, et les lagunes sont particulièrement sensibles au changement climatique. Voilà une autre thématique. Et puis quelque chose qui nous est arrivé, notamment sous l'impulsion d'Ifremer, qu'on a beaucoup écouté, c'est l'idée de la numérisation et du digital. Aux dernières assises de l'économie du maritime, deux axes forts sont sortis, c'est la digitalisation des métiers du maritime et des enjeux maritimes, avec même l'idée de digitaliser l'ensemble de l'océan avec le projet Mercator. Et puis le deuxième, évidemment, c'est la transition écologique. Donc voilà, on a été dans cette période d'écoute. Et à partir de là, c'était la phase 1, on veut passer maintenant très clairement, et actuellement, c'est pour ça que c'est très intéressant d'en parler aujourd'hui, à court terme, dans une phase 2. Cette phase 2 elle va consister à passer au concret, au réel, en mettant en place une gouvernance partagée, plurielle, avec toutes les parties prenantes. L'AGLO n'a pas vocation à piloter toute seule cette démarche pour le croissance bleue. Donc on a besoin des scientifiques, on a besoin des professionnels, des associations de professionnels, etc. Donc gouvernance plurielle qu'on va mettre en place. Ensuite, on veut mettre en place quelque chose auquel je tiens, c'est ce que je ferai une analogie avec les circuits courts de l'alimentaire, le circuit court de l'innovation, des projets innovants. Les trois thématiques que j'ai évoquées, le tourisme littoral, Port Sud de France et puis la pêche et la conchyliculture, ont certainement des besoins que les scientifiques, la recherche appliquée qui est très présente ici, auxquels ils peuvent répondre.
Et donc mettre en place un circuit court on répond à des besoins par des spécialistes qui sont ici sur l'écosystème. Et en profitant aussi sur le numérique, évidemment, sur le pôle important que représente la métropole de Montpellier. On n'était pas plus tard qu'hier à rencontrer des responsables de Montpellier pour évoquer cette question du digital et comment le digital peut influer sur le domaine maritime sur notre territoire. Ensuite, il y a un point très important, c'est une des deux attentes fortes des entreprises quand on les consulte, c'est la formation. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a à peu près 350 000 à 400 000 emplois dans le domaine maritime en France. 10% de ces 400 000 emplois sont vacants ou manquent de formation. Et donc, il y a un énorme problème autour de la formation et on va y répondre avec ma collègue Laurence Semagne sur cette question-là. Ensuite, si on veut passer au concret, il faut un fonds d'investissement. Donc on va réfléchir à la mise en place d'un fonds d'investissement pour financer l'implantation d'entreprises innovantes, des start-up, des pépinières, etc. Et pour faire en sorte que la mayonnaise, si je puis dire, prenne. Et enfin, on travaillera, grâce à mon collègue Loïc Linares, sur les zones économiques maritimes pour accueillir les entreprises matures. J'insiste sur ce fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement qui serait ouvert à un capital public et privé. Les particuliers pourraient y souscrire ou est-ce que c'est ouvert à des fonds institutionnels uniquement? Alors, c'est trop tôt pour en parler. Ce qui est sûr, c'est que déjà, dans le cercle des entreprises... Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour consulter, on a mis en place deux structures, un comité d'orientation stratégique avec les scientifiques, les institutionnels, la région, etc., qui nous ont donné des conseillers, donné des orientations. Et puis on a réuni, c'est très important, un cercle des entreprises soutien, une trentaine d'entreprises. Et parmi ces entreprises, il y avait le Crédit Maritime, par exemple, qui donc peut faire partie du tour de table. Donc on va essayer de construire de façon, je dirais, participative ce fonds d'investissement. Pour l'instant, c'est un peu tôt pour en parler. Très bien, merci. Juste une dernière question qui me permettra de faire la transition avec notre table ronde suivante. Je vais vous poser une question sur l'intégration du port à la ville. Alors, c'est une question qui concerne Sète et son agglomération. On entendait tout à l'heure qu'on reconfigurait du côté de Frontignan. C'est vrai qu'on pénètre, quand on arrive de Montpellier ou par la ville, on pénètre par le port et on accède ensuite au centre-ville. Comment est-ce qu'on peut mieux intégrer finalement le port à la vie de la cité? On a un peu un exemple ici d'ailleurs avec le conservatoire qui nous accueille aujourd'hui. La réponse, c'est qu'il y a à la fois des grands projets de cette agropole Méditerranée, donc mon collègue Guillaume en parlait tout à l'heure, c'est l'entrée Est. Ici, nous sommes sur l'entrée Est qui va faire l'objet d'un grand projet d'aménagement et qui va donc permettre de mieux gérer ces flux, si vous parlez des flux avec le port. Et puis le port a lui-même, mais ça je ne veux pas parler pour le port, a un grand projet sur la partie gauche de l'avenue Martelly d'aménagement important. Mais vous soulignez un sujet très important, c'est que la particularité de ce territoire, c'est que nous sommes très imbriqués ville et port. Et donc, un des axes forts de ce pôle de croissance bleue, c'est de développer un partenariat fort entre le port et la région, donc, et cette agropole Méditerranée. Et je crois savoir que le port et la région ont aussi besoin de développer l'ancrage territorial de leur activité portuaire sur l'agglo, donc tout va bien et on va travailler ensemble. Et nous en parlerons donc dans quelques minutes. Merci Jean-Guy Majourel, donc vice-président de cette Agropole Méditerranée. Merci Guillaume Chanusso pour Dalkia Méditerranée. Merci Stéphane Roumeau, directeur du syndicat mixte du bassin d'Auto. Gilles Léandreau, directeur général de Soper. Et merci à vous également Maria Ruissen, qui est chef de la station Ifremer de Sète. Merci à tous les cinq. On va pouvoir passer maintenant à notre deuxième temps d'échange. Nous allons parler du verdissement des ports, le temps d'un petit jingle. De retour ici donc à Sète au conservatoire Manitas des Plata. Nous passons maintenant à notre deuxième temps d'échange de l'après-midi pour évoquer le verdissement des ports ensemble. À ma droite, Elsa Nicole, vous êtes la présidente de la société Falco. Bonjour. À côté d'elle, nous avons Anne-Sophie Cassan qui représente donc l'Union des ports de plaisance.
Jean-Romain Brunet, qui est le directeur de Port Camargue, le plus grand port de plaisance d'Europe, Vincent Renoir, chargé de mission littorale pour EDF, et Géraldine Lamy, responsable qualité, sécurité, environnement sur le port de Sète. Merci à tous les 5 d'être présents. Elsa, Nicole, pour commencer avec vous, Falco, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 mots quelle est l'activité de votre société ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci de votre invitation à participer à cet événement. Donc Falco, c'est une société innovante qui développe des solutions connectées pour les ports de plaisance. Donc notre cœur de métier, ce sont les capteurs sans fil, les technologies d'objets connectés, et on développe des solutions qui intègrent ces objets connectés dans des logiciels, des applications, des outils numériques. On parlait du numérique tout à l'heure, et le numérique a un rôle à jouer aussi dans la transition environnementale des ports de plaisance, et donc des outils qui aident les ports de plaisance à la gestion opérationnelle et au développement de services aussi auprès des plaisanciers et des usagers. Et est-ce que vous avez travaillé dans la région? Parce que je crois que vous êtes aussi présente en région parisienne. Sur quel projet concret est-ce que vous avez travaillé chez nous? Oui, c'est ça. Donc le siège est à Paris. On a une équipe de maintenant 15 personnes qui sont assez distribuées sur le territoire. Donc une équipe technique qui est à Paris parce que issue d'un centre de recherche parisien. Et on a effectivement des équipes en Occitanie, et on a travaillé, surtout notre plus gros projet était avec le port de plaisance de Sète, qui est maintenant équipé d'ailleurs de l'ensemble de nos solutions, donc sur le môle Saint-Louis, avec près de 500 places entièrement équipées de solutions connectées. Alors, Anne-Sophie Cassan, donc déléguée générale de l'Union des ports de plaisance, je le disais tout à l'heure, quels sont les premiers enjeux environnementaux auxquels font face aujourd'hui les ports de plaisance? Alors, on va dire les enjeux principaux, c'est la gestion des pollutions qui peuvent émaner du port, mais parfois le port subit des pollutions qui peuvent venir d'ailleurs, et notamment des bassins versants. C'est pour ça que quand un port s'engage dans une certification comme port propre, il doit faire un diagnostic de tout son périmètre qui va au-delà de l'enceinte portuaire. Le port également est très soucieux de réduire ses consommations d'eau et d'électricité. Donc il y a des solutions qui émergent pour trouver donc des solutions par rapport à ça. Le port est également soucieux de tout ce qui est problématique de gestion des eaux noires, des eaux grises, et comment recycler ces eaux. Il y a pas mal de systèmes qui sont développés. C'est l'eau des plaisanciers, pour être clair, pour les personnes qui ne pratiqueraient pas la navigation. Oui, ce sont les cuves ou les eaux qui sont consommées, qui sont utilisées donc par les bateaux de plaisance, mais le port doit gérer cette collecte et ce traitement. Et puis également, dans ces enjeux-là, il y a la sensibilisation des plaisanciers, parce que le port est une interface entre la terre et la mer, et c'est un lieu où il y a donc des bateaux avec des plaisanciers qui sont plus ou moins conscients de ces problèmes environnementaux. Donc le port s'investit vraiment dans toutes ces actions de sensibilisation. Merci. Jean-Romain Brunet, donc je disais tout à l'heure, un directeur général donc de Port Camargue, plus de 5000 anneaux, c'est le 2e port de plaisance du monde, derrière celui de San Diego. La baie de San Diego ne vaut pas la baie d'Aigues-Mortes, mais passons là-dessus. Il y a une problématique qui a été soulevée par Anne-Sophie Cassan à l'instant, qui est celle de la consommation des plaisanciers. Je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que c'est un peu comme dans une copropriété, où tout est mutualisé finalement en termes d'énergie dans un port. Et généralement, quand on troque la cuve de fuel pour une climatisation, ou en tout cas pour une individualisation dans un immeuble de la consommation, bizarrement, la consommation baisse. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est, à l'échelle d'un port comme le vôtre, de 5000 anneaux, envisageable, ou est-ce que c'est une transformation qui demanderait, entre guillemets, aujourd'hui trop de temps? Alors, on est engagé sur cette démarche parce que pour Camargue, c'est une création de l'État, il y a 50 ans. Vous l'avez souligné, avec une capacité nautique de 5000 bateaux. Et si on y ajoute le port de pêche du Gros-du-Roi, on est aujourd'hui avec une capacité nautique sans précédent et sans équivalent en Méditerranée française. Alors,
ça nous oblige d'une certaine manière, et ça nous oblige, et on est là pour parler du verdissement des ports, à tenir compte non seulement de cette responsabilité, et puis surtout du site. On est au cœur de la baie d'Aigues-Mortes, on est au bord d'une réserve de biosphère qui s'appelle la Camargue, on est dans l'axe rhodanien, autrement dit, on s'adresse à une clientèle qui remonte jusqu'à Genève, des gens qui sont prêts à faire parfois 4 heures de route pour rejoindre leur bateau. Donc au fond, cet écosystème, il nous oblige aujourd'hui à être proactifs dans des nouvelles démarches. Alors là, on parle de toutes les démarches Smart Grid, au fond, c'est-à-dire comment on interconnecte les bateaux, les appareils numériques et puis des instruments de mesure qui permettent au fond de pouvoir informer nos clients de ce qu'est leur consommation en électricité, en eau. Aujourd'hui, Port Camargue est engagé dans cette démarche et nous serons, dès l'année 2022, en capacité d'informer nos clients sur l'état de leur consommation. Et en effet, pour rejoindre votre parabole, il paraîtrait aujourd'hui bizarre dans une copropriété terrestre que les gens ne sachent pas combien ils consomment, notamment l'hiver, quand certains laissent les fenêtres ouvertes alors que le chauffage continue de tourner. Une autre question aussi par rapport aux eaux grises et aux eaux noires, c'est pas forcément le côté le plus fun du métier d'un gestionnaire de port. C'est vrai qu'on a vu passer des appels d'offres assez conséquents sur Port Camargue quand on est un petit peu attentif à cette littérature, sur la réfection de sanitaire. Ça peut paraître anecdotique alors que ça ne l'est pas du tout si je vous écoute avec Anne-Sophie Cassan. Alors Port Camargue a fait le choix d'investir 3 millions d'euros dans la rénovation de l'ensemble de ces blocs sanitaires jusqu'en 2024. La raison, elle est très simple. Il faut inciter tous nos clients à faire le choix de descendre de leur bateau pour utiliser des sanitaires collectifs. Alors, ça ne va pas de soi, parce qu'on est tous un peu fait pareil. On préfère faire l'effort minimum. Donc, on a fait le pari de proposer un confort équivalent dans des sanitaires collectifs à celui qu'on pourrait trouver dans une maison individuelle. Et ça a un coût, parce que ce niveau de service, il demande un certain niveau de prestation. Et puis en plus, on est sur un site qui fait partie du patrimoine bâti du XXe siècle. Autrement dit, on essaie de respecter l'architecture de Jean Balladur. Donc on fait ce choix parce qu'on considère que c'est la meilleure incitation à ce que nos plaisanciers ne rejettent aucune eau grise et aucune eau noire dans la Méditerranée. Merci Géraldine Lamy. Je disais donc que vous êtes responsable qualité, sécurité, environnement sur le port de Sète. On vient d'entendre la façon dont ça se déroule sur les ports de plaisance. Est-ce que vos préoccupations sur un port industriel sont les mêmes à échelle X, ou est-ce qu'on a encore d'autres préoccupations environnementales, j'allais dire, plus marquées? Bonjour. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais vous dire que le port de Sète, c'est déjà 3 ports. Port de plaisance, on a 800 anneaux, 1000 anneaux dans les canaux. Et c'est un port de pêche, vous l'avez cité, le premier sur la façade méditerranéenne française, et un port de commerce. Donc effectivement, je rejoins ce qui a été dit, on a exactement les mêmes problématiques sur le port de plaisance de Sète, à savoir la gestion des eaux grises et des eaux noires, la gestion des ressources, et en particulier l'électricité, parce que c'est un gros facteur de consommation, pas des moindres à l'échelle Port Sud de France, c'est-à-dire les trois ports confondus. Donc on a travaillé sur ces sujets de maîtrise, et la solution Falco, je vais peut-être le laisser développer par Elsa, mais donne des solutions pour pouvoir maîtriser, avoir en temps réel la consommation de chaque plaisancier, pouvoir agir et nous mieux manager en fait chaque plaisancier au travers de cet outil numérique. On a déjà entrepris une tarification, on va dire au réel, sur les grosses unités. Et il est à la réflexion, effectivement, d'introduire une tarification, alors qui sera peut-être forfaitaire, parce que la pince, l'outil même en fait de mesure, la pince ampère métrique, n'est pas tout à fait exacte, mais elle permettra d'introduire différents forfaits, et effectivement d'engager les plaisanciers, en tout cas de les inciter à moins consommer. Quand vous parlez de grosses unités, parce qu'on peut s'imaginer différents formats, est-ce qu'on parle de porte-conteneurs, de yachts ou de catamarans? Là, j'évoquais les grosses unités plaisance, en fait. Voilà, des navires qui font plus de 15 mètres, 15, 20, 25 mètres. Très bien, merci. Vincent Renoir, vous
travaillez donc vous êtes chargé de mission littorale pour EDF. Alors, là où c'est innovant, vous travaillez avec le Grau-du-Roi, notamment sur un transport qui puisse permettre à la fois de réduire la consommation de carburant sur la mer, mais aussi sur la terre. Expliquez-nous. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Alors déjà, pour commencer, le verdissement, parce que c'est ça dont on parle, pour nous, c'est la transition énergétique. Donc on part de là, et surtout la transition énergétique vue à travers une approche d'un écosystème dans son ensemble. On raisonne global sur un territoire. Ça, c'est le premier point. Ça me paraît important. Effectivement, pour répondre à la question, j'y reviendrai après sur l'écosystème, on parle d'hydrogène, en l'occurrence. Donc avec le territoire du Grau-du-Roi, la mairie du Grau-du-Roi, Jean-Romain connaît bien le dossier pour y travailler ensemble depuis un certain nombre de mois déjà. On travaille sur un projet d'écosystème hydrogène à partir d'usages terrestres, donc des autocars, des projets d'autocars de la région, des bennes à ordures qui peuvent consommer aussi de l'hydrogène, pourquoi pas des bus demain, on l'espère, et surtout une navette maritime qui a la particularité, l'originalité, peut-être l'innovation, de travailler, qui est d'être à double usage. C'est-à-dire qu'en période estivale, on est au Grau-du-Roi, donc passer de 8 000 habitants à 130 000 l'été, ça pose quelques questions en termes de gestion de mobilité pour le territoire. Donc l'idée, c'est à partir d'un parking de délestage, c'est sur cette navette qui fonctionnera à l'hydrogène, donc on parle de marinisation des piles en combustible hydrogène. Cette navette fera le yo-yo entre le parking de délestage et le centre-ville de Grau-du-Roi jusqu'à Port-Camargue. Enfin, le parcours est à l'étude. Et dans un second temps, quand on sort de la période estivale, on est en train d'étudier le démontage des fauteuils sur cette navette qui sera conçue à double usage dès le départ et qui sera portée auprès de la coopérative des pêcheurs de Grau-du-Roi pour développer une activité de pêche. Voilà le projet sur lequel on travaille depuis un certain temps déjà. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la configuration du Grau-du-Roi, la ville est accessible en fait par une route qui est bordée par 2 étangs et il n'y a pas de possibilité de créer une 2 fois 2 voies, et c'est seulement souhaitable, je ne le crois pas, à cet endroit-là. Donc on a souvent une longue file d'attente, soit d'un côté qui arrive d'Aigues-Mortes, soit qui arrive de la route venant de Montpellier ou contournant la cité, ce qui crée effectivement des grands bouchons. Le parking de délestage se trouverait où, Jean-Romain Brunet, pour qu'on le situe, pour ceux qui connaissent un peu le Gros ? J'ai pas l'adresse, j'ai pas le nom du quartier au nord à proximité du Vidourle forcément, parce que c'est là où va circuler le bateau, au nord de la ville, quoi. Enfin, après, j'ai pas le nom du site exact. On serait près en tout cas de l'embouchure du Vidourle pour le site. Il y a une station de distribution, l'idée qu'elle soit au bord du Vidourle pour pouvoir ravitailler le bateau et en même temps que les usages terrestres. Donc c'est ça le concept. Merci Vincent Renoir. Elsa, nous avons, j'ai mangé votre nom de famille, j'en suis profondément désolé. Elsa Nicole, pardon. On parlait tout à l'heure de l'application, donc de votre application et des économies qu'elle permettait. Est-ce que vous avez pu mesurer d'ores et déjà l'efficacité de votre solution et ce qu'elle a permis finalement de faire économiser en énergie sur un port tel que celui de Sète qui compte grosso modo 1000 anneaux, si j'ai bien... Oui, alors donc, sur le port de Milano, il y a le môle Saint-Louis donc de 500 anneaux qui est équipé. Il faut savoir que la solution est un écosystème de services. Donc effectivement, la mesure de l'électricité est une des contributions, on va dire, de l'outil à la gestion environnementale du port. On arrive au terme de la première saison estivale, mais l'équipement a été installé en novembre ou décembre de l'année dernière. Donc on n'a pas encore une année complète, puis une autre année qui puisse servir de période de référence. Par contre, on a effectivement des témoignages de l'équipe du port qui ont pu nous apporter certaines anecdotes. Alors c'est ponctuel pour l'instant, mais de consommation. Donc l'outil permet en fait de connaître la consommation individuelle de chaque prise en temps réel. Et puis il y a un calcul de moyenne qui est fait sur une période de 3 jours glissante qui permet à l'équipe du port de voir sur les 3 jours en cours quelles sont les unités qui consomment le plus. Donc les équipes sont allées voir les plaisanciers et ont eu une conversation avec eux, donc n'ont pas forcément toujours été bien accueillis, mais en tout cas la conversation a eu lieu
Et les équipes ont pu observer par la suite que les consommations ont baissé. Donc ça reste pour l'instant une illustration. Reste à savoir, une fois mise en place de manière systématique, quel impact réellement d'échelle ça pourra avoir. Et c'est un petit peu ce qui est vrai de l'ensemble des solutions numériques, c'est-à-dire que c'est une aide, ça doit être accompagné de la mise en place d'un process, et donc effectivement il y a un temps d'adoption, mais voilà, sur différents leviers de ce que Anne-Sophie a expliqué dans la gestion environnementale des ports, le numérique reste un outil sur ces différents modèles d'action. Est-ce que votre solution est interopérable? Est-ce qu'on pourrait venir y plugger d'autres applicatifs? Oui, donc déjà, elle est conçue comme un écosystème. Donc l'électricité, c'est un des sujets. Il peut y avoir tout à fait d'autres applicatifs. On est en relation, par exemple, avec des sociétés qui ont des sortes de détecteurs comme un peu comme des disjoncteurs d'eau, c'est-à-dire qui permettent de détecter s'il y a des fuites d'eau et de signaler ce genre d'événements. Mais ne serait-ce que dans le digital lui-même, même si on accepte les capteurs, il y a aussi des aides de process. On parlait par exemple de la collecte des déchets ou du traitement des pollutions accidentelles. Il s'agit de process, il s'agit de communication. Donc l'outil digital, ne serait-ce que par des applications, permet de fluidifier, de fiabiliser les process des équipes en interne, la communication en interne et avec les plaisanciers et avec les usagers. Donc voilà, les outils sont multiples et sont effectivement interopérables. Merci. Anne-Sophie Cassan, tout à l'heure en introduction, Pierre Ivardi du WWF parlait de l'importance de la protection des juvéniles. Il y a quelques années, l'Observatoire océanique de Banioul avait fait une observation que les ports de plaisance étaient un réservoir en fait, de biodiversité assez inattendu, puisqu'il permettait de protéger les juvéniles dont parlait tout à l'heure Pierre Ivardi, c'est-à-dire que ce ne sont pas des larves ni des poissons adultes, c'est juste entre les deux, ça permet notamment de reconstituer les stocks. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous essayez, du coup, maintenant que vous le savez, de préserver cette ressource, voire même de la faire se développer? Alors, je vous confirme toutes ces observations. Donc, on encourage, nous, les ports, à s'engager dans les démarches de certification. Donc, la certification port propre qui existe depuis une dizaine d'années, qui est en tout cas bien développée. On a, nous, en Occitanie, une douzaine de ports qui sont engagés dans cette démarche. Et plus récemment, port propre a été complété par une certification port propre actif en biodiversité. Donc là, on est tout à fait dans ce que vous évoquez, c'est-à-dire que le port n'est plus forcément là pour gérer ses pollutions ou celles des autres, mais il a un rôle, on va dire, bénéfique pour l'environnement, puisqu'il contribue à la préservation et à la restauration du milieu marin. Donc, dans les mesures qu'on peut trouver dans cette certification, il y a effectivement l'installation de nurseries. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se développe. On a beaucoup de ports qui s'équipent sous les pontons, d'avoir ces endroits où les poissons, en tout cas, peuvent se reproduire. Mais il y a plein d'autres choses aussi. Ces nurseries, on va expliquer à quoi ça ressemble peut-être, parce que bon... Oui, alors on imagine des poupons et puis... C'est une sorte de cage dans laquelle il y a des coquillages, des coquilles d'huîtres, et donc qui constituent des nids, des refuges qui permettent effectivement aux juvéniles de pouvoir se développer et puis devenir... de grands poissons. Donc on a des ports exemplaires en Occitanie aussi. Récemment, j'ai pu visiter celui de Fréjus qui a développé sur le périmètre donc, du port tout un sentier sur la biodiversité, donc qui valorise ces installations, mais bien d'autres choses. Donc on change vraiment de posture et les ports s'engagent en tout cas dans cette contribution à la biodiversité. Il y avait la pédagogie pour les touristes et la pédagogie pour les plaisanciers. On essaie finalement d'avoir une approche un peu globale. Toucher un public effectivement plus large que celui qui navigue. La sensibilisation, elle se fait également à terre pour de futurs plaisanciers. Jean-Romain Brunet, c'est un des paradoxes finalement de l'activité ou de la création des ports, c'est qu'il a fallu détruire de l'habitat marin pour pouvoir aménager ces ports.
à Port-Camargue, on a désensablé un marais. Ça a permis de recréer aussi une biodiversité, puisqu'on l'a dit, les juvéniles viennent s'y abriter, mais la nature reprend aussi ses droits. Et il y a un sujet, c'est celui du désensablement dans un port tel que le vôtre. Le Lido, ici à Sète, a été rensablé par ailleurs. Le sable se déplace. Comment est-ce qu'on fait pour permettre la cohabitation finalement de cet habitat qu'on a voulu, ou de cet espace de plaisance que l'on a souhaité, avec le respect de la biodiversité qui s'est recréée malgré elle à cet endroit? On a une politique de dragage très innovante qui a été partagée d'ailleurs avec plusieurs ports de la baie d'Aigues-Mortes. L'enjeu, il est double. L'enjeu, il est d'abord financier, parce que le dragage, c'est une opération qui coûte de plus en plus cher et qui dépasse souvent les capacités non seulement des ports, mais des communes concernées. Donc il y a un enjeu à mutualiser les solutions et notamment les financements. Et puis après, il y a le sujet de qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en 2021 avec les sédiments issus du dragage. Donc Port-Camargue s'est positionné avec un partenaire qui s'appelle Vinci, et ce partenariat, il a donné naissance à une approche tout à fait nouvelle qui a consisté à séparer d'un côté le sable et de l'autre les boues. Et on s'est rendu compte que non seulement ce sable pouvait rentrer dans une logique d'économie circulaire et de permettre justement de réengraisser des plages qui en ont besoin dans beaucoup d'autres endroits du littoral d'Occitanie. Et par ailleurs, ces boues, elles font l'objet aujourd'hui de tests pour trouver de nouvelles applications qui seront notamment celles de pouvoir faire des cheminements sur des sentiers autour du port. Et donc, on voit bien là qu'il y a un enjeu important à ce que les approches de dragage évoluent considérablement. Et j'ajoute que, et c'est un peu l'approche qu'on a avec l'Union des villes portuaires d'Occitanie, c'est qu'au fond, on considère que les ports aujourd'hui d'Occitanie sont une communauté de bonnes pratiques. Et donc cette communauté de bonnes pratiques, elle vient piocher les réussites de chacun d'entre nous en essayant de les dupliquer partout ailleurs. Et c'est tout l'enjeu du travail en réseau, parce qu'on a affaire à des enjeux qui nous dépassent. Et le réseau de travail que préside Serge Payarès, avec l'appui de la région, c'est un élément fondamental pour se mettre à la hauteur des enjeux qui nous attendent. Merci. Géraldine Lamy, plus globalement, on a évoqué la question de la pollution. Comment est-ce que cette question de la pollution, est-ce que vous l'abordez sur le port de Sète? On sait qu'on parle moins de Sète que de Marseille, mais on sait qu'à Marseille, on pointe du doigt la circulation des navires comme étant une source de pollution importante pour la ville. Comment est-ce qu'on fait quand on est un port pour jouer les médiateurs, j'allais dire, entre les habitants d'un côté et puis les industriels qu'il faut faire tourner? Oui, effectivement, on est tout à fait conscient en fait, de cet enjeu-là, parce qu'il y a de la pression sociétale, il y a de la pression médiatique. Alors effectivement, elle est née sur un constat à Marseille qui est là, entre la pollution industrielle, la pollution maritime, qui a été bien étudiée par les associations de suivi de la qualité de l'air. Et derrière, en fait, c'est l'ensemble des ports qui s'est trouvé concerné par ce sujet. Donc, dans un premier temps, nous, on a souhaité objectiver en fait la pollution sur Sète, et on a mandaté la société Aegis pour faire un premier diagnostic. Et il s'avère qu'effectivement, on n'a pas un bilan neutre sur le port. Par exemple, les navires à quai, c'est 40% en fait, des émissions de CO2 et jusqu'à 80% des émissions d'oxyde d'azote. Donc, fort de ce constat-là, et poussé aussi par la région Occitanie, on a décidé d'un gros plan d'investissement pour pouvoir réduire ces émissions-là. Alors, ça passe techniquement par un plan de financement de raccordement des navires à quai. Ça veut dire 2 projets, concrètement parlant, avec un objectif, en 2023, de pouvoir raccorder la plupart de nos escales régulières, c'est-à-dire les ferries, les navires de roulier, véhicules neufs, et aussi les navires de DFDS qui font le voyage entre la Turquie, enfin c'est l'autoroute de la mer, entre la Turquie et la France. Donc, pour ce faire, 2 projets,
travaillé sur le réseau électrique avec Enedis pour apporter les puissances, mais aussi le type de courant électrique. C'est pas simple, il faut modifier les fréquences, il faut pouvoir distribuer exactement l'énergie qu'il faut au niveau des navires. Et un deuxième projet assez innovant, qui rejoint un petit peu le vôtre, c'est la barge hydrogène Green Harbour, qu'on développe avec un consortium à partir d'hydrogène vert qui serait produit par les électrolyseurs de Port-la-Nouvelle, donc issus des éoliennes en mer, et qui permettrait, avec une pile à combustible de forte puissance embarquée, de produire l'énergie d'1 mégawatt pour les navires du port de commerce. Et ça permettrait concrètement ce mégawatt, parce que c'est toujours pareil, en termes d'échelle, on a du mal à se rendre compte ce que ça représente en termes de consommation. Vous avez une idée? Peut-être que Vincent Renoir peut venir à votre secours. Je n'ai pas fait la conversion exactement, mais ça équivaut, si vous voulez, à arrêter les groupes électrogènes des navires. D'accord. Donc en termes d'émissions, ça veut dire une escale zéro fumée pendant 11 heures. Voilà. Merci. Alors Vincent Renoir, il est sauvé du coup. Oui, alors je ne suis pas un grand expert des chiffres, mais je pense que c'est très juste ce que vous dites. Alors, j'entends parler de connectique, j'entends parler d'électrolyseurs. En fait, on a toujours besoin d'énergie et donc d'électricité. Alors, il y a quand même un paradoxe à vouloir réduire la consommation d'énergie, mais il en faut en produire aussi davantage. Alors, on est toujours dans cette dichotomie, non? Ce n'est pas un paradoxe, on vient en substitution. Donc l'idée, c'est de décarboner les usages, hein, c'est un peu ça le principe d'action, c'est de sortir du thermique, enfin, du pétrole, du diesel, et puis de tuer le CO2, quoi. Donc l'approche est tout simplement celle-là. Pour l'hydrogène, on a une approche, nous aussi, à partir d'électrolyseurs. Hein. Donc c'est une société qui s'appelle Hynamix, qui travaille avec des sociétés françaises, un fournisseur qui s'appelle McPhy, qui est en région Rhône-Alpes. Et voilà, donc on travaille sur l'hydrogène vert, évidemment, avec une petite nuance, c'est qu'on est sur des écosystèmes locaux, au plus près de la source de distribution. C'est-à-dire quand on réfléchit Gros-du-Roi ou Montpellier ou ailleurs, on est quasi sur place. Donc voilà, circuit court pour de l'hydrogène vert, c'est un peu ça le principe qu'on développe. Et quand j'enchaîne un peu sur la notion d'écosystème, parce que ça me paraît primordial, quand on ne peut pas dissocier la logique d'un port de son territoire, on raisonne plus large. Comment verdir le milieu portuaire en partant d'un périmètre un peu élargi? On va réfléchir sur l'ensemble du territoire, sur les potentialités en énergie solaire. On va tout à l'heure, Guillaume l'a très bien dit, sur la thalassothermie. On sort du cadre du port, là, quand on parle de cette. C'est toute l'entrée est qui est concernée. On va parler géothermie, on va parler éolien. Guillaume Chanusso, donc de Dalkia, pour les personnes qui nous ont prises en route, je les invite à réécouter la première table ronde. Voilà, Guillaume Chanusso de Dalkia, je ne sais pas s'il est parti. Donc tout ça pour dire qu'on raisonne global, et l'idée c'est d'apporter un bouquet de services à partir d'études de préfiguration énergétique, savoir-faire d'EDF, qui est capable de tracer différents scénarios énergétiques à l'échelle d'un territoire cohérent en termes énergétiques, mais qui peut évidemment embarquer, si j'ose dire, un port. Donc voilà. Et il y a une autre approche aussi qui nous paraît intéressante là, pour faire le lien avec les propos que j'ai bien entendus, sur l'individualisation des charges notamment. C'est ça qui est vertueux. Si aujourd'hui on marche au forfait, c'est ça dans des ports de plaisance, donc c'est pas vraiment vertueux entre quelqu'un qui fait du Airbnb sur son bateau et qui est là toute l'année, et quelqu'un qui vient là 4 jours dans l'année, il paye le même prix en électricité ou en eau, bon, c'est pas vraiment vertueux. Donc EDF, notamment en région, Occitanie, a été précurseur là-dedans. On a travaillé depuis un peu plus d'1 an à la réalisation, à l'élaboration d'une offre qu'on a baptisée Écoport. Donc c'est une offre qui embarque cette approche écosystémique avec l'ensemble des possibilités de fourniture électrique issues d'énergies renouvelables, avec une thématique mobilité terrestre qui va avec les bornes, le V2G, on en parle beaucoup aujourd'hui, c'est les véhicules qui sont capables de stocker l'énergie dans les batteries et les restituer au réseau moyennant finance. Et on travaille aussi sur l'individualisation des charges. On a déjà trouvé la solution avec notre R&D, donc une expérimentation grandeur nature. Il y a quelques temps à Port-Camargue, on a testé avec notre R&D à partir de boîtiers sur les pontons, 4 bateaux raccordés par boîtier, grande échelle quand même, sur 1000 bateaux. Hein. Donc on est capable de proposer cette offre-là aussi. Voilà.
Merci. Anne-Sophie Cassan, on a parlé tout à l'heure du plan d'investissement d'avenir qui pouvait profiter à certains grands investissements. Est-ce que les ports de plaisance, d'une façon ou d'une autre, ont pu, par certains projets, bénéficier des plans France Relance ? Alors, au niveau national, le plan France Relance, qui est sorti après le déconfinement, avait une ligne sur le verdissement des ports. Alors, on était ravis, on s'est dit très bien, on va s'engager, mais en fait, non. C'était réservé uniquement aux grands ports, aux ports de commerce, et ça ne concernait pas la plaisance. Alors, on est dans une région, on a beaucoup de chance, parce que le plan Littoral 21, avec l'État et la région, accompagne les investissements dans les ports de plaisance depuis de nombreuses années. Et l'année dernière, nous avons travaillé sur un contrat de filière plaisance avec 2 socles, donc la transition numérique et la transition écologique. Et du coup, il y a des aides financières qui sont spécifiques pour les investissements sur la transition écologique. Et puis, en complément, il y a également des appels à projets qui permettent de faire un focus sur une thématique plus spécifique d'investissement, voilà, selon le sujet numérique ou écologique. Donc, on est bien doté parce que quand on échange entre unions régionales, toutes les régions n'ont pas des dispositifs comme ici. Donc, encore merci à nos cofinanceurs. Voilà. Dans la table ronde précédente, Jean-Guy Majorel, vice-président de cet Aglopole, parlait de l'importance de la formation. Dans le Gard, le Grau-du-Roi est tout au sud du département. Il est un peu isolé géographiquement parce que c'est la seule station balnéaire de ce département. Est-ce qu'on a réfléchi, pensé à pouvoir relocaliser ou alors permettre la formation professionnelle de professionnels du secteur de l'accastillage ou du refit sur le port de Port-Camargue? Alors, Port-Camargue, c'est d'abord une zone technique qui aujourd'hui fait travailler 350 salariés, une quarantaine d'entreprises, c'est 40 millions d'euros de chiffre d'affaires générés. C'est à l'échelle de la baie d'Aigues-Mortes un voisinage avec une entreprise connue de tous ici qui s'appelle Grand Large Yachting. Xavier Desmarais était d'ailleurs avec le président de la République aux Assises de l'économie maritime à Nice. Donc cette innovation, ce talent a été salué au plus haut niveau de la République. Donc pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui, dans cette baie d'Aigues-Mortes, il y a un besoin en matière de formation. D'abord parce que les professionnels nous le disent. Et comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité aujourd'hui, il y a une difficulté à recruter des gens qualifiés. D'autre part, c'est un secteur hyper dynamique. On n'a jamais vendu autant de bateaux ces dernières années. Tous les professionnels de la vente vous le disent. Et par ailleurs, les perspectives sont plutôt encourageantes. Donc, c'est le bon moment pour décliner un catalogue de formation adapté à ces besoins. Là aussi, je pense que le sujet, c'est pas de créer de la concurrence entre organismes déjà existants, c'est plutôt de chasser en meute. Et c'est la raison pour laquelle on accueille demain au Grau-du-Roi le président de l'université de Perpignan. Donc le Canigou vient jusqu'à la Camargue. Et pour une raison simple, c'est que l'Union des villes portuaires d'Occitanie a mis en place un diplôme qui est une première nationale, qui est un diplôme universitaire gestionnaire des ports de plaisance. Et ce diplôme, il est aujourd'hui l'objet de plusieurs lieux d'accueil pour les formations, et dont Port-Camargue en fait partie. Et l'idée, c'est d'en faire le point de départ d'une dynamique de formation sur la partie est de la façade maritime d'Occitanie, donc Canet-en-Roussillon, Sète, et sans doute le Grau-du-Roi Port-Camargue pour les années qui viennent, parce que je pense qu'on a un rôle à jouer en partenariat avec le pôle des métiers du nautisme de Canet, en partenariat avec l'Université Perpignan et en partenariat avec l'Institut nautique de Méditerranée. Et sans doute en partenariat avec d'autres universités, d'autres organismes qui, je pense, auront plaisir à venir à Port-Camargue faire vivre une formation demain. Et il y avait un projet de création d'un bâtiment aussi pour accueillir des nouvelles entreprises et des entreprises innovantes dans le domaine de la mer. Je ne sais pas où en est ce projet, mais il me semblait qu'il en était question l'an dernier. Alors, on vient d'acheter un bâtiment qui fait 400 mètres carrés au cœur de la zone technique. Donc à l'heure où je vous parle, c'est un hangar, mais il nous appartient d'inventer la vie qui ira à l'intérieur.
Et mon petit doigt me dit que ce lieu, il va plaire parce qu'il va être à la conjonction des besoins en matière de formation, des besoins en matière de tiers-lieux, des besoins en matière d'un lieu qui peut être un lieu hybride comme le sont de plus en plus les lieux qu'on crée au XXIe siècle. Et surtout, il sera au cœur d'une zone technique, c'est-à-dire entouré d'entreprises, d'ateliers qui existent déjà. Donc c'est ça l'intérêt de ce site, et je considère qu'il y a une carte à jouer de ce point de vue-là et qui pourra bénéficier à toute la façade. Je vous remercie. Alors juste peut-être le mot de la fin pour vous, Elsa Nicole. J'aimerais que vous m'expliquiez en fait la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui à Paris. C'est vrai que il y a des bateaux voilà, qui sont sur la Seine, mais quel intérêt est-ce que vous avez à être encore là-bas alors qu'on se dit que la façade Méditerranée, pour ce qui nous concerne, ou la façade Atlantique sont quand même des terrains de jeu plus intéressants à investiguer? Oui, alors on a effectivement le siège à Paris et l'équipe technique à Paris. Comme je vous le disais, historiquement, on est à Paris parce que le centre de recherche spécialisé en objets connectés dont on est issu est là-bas. Alors pourquoi on reste à Paris? Malgré tout, on a des équipes en région. On a maintenant 2, bientôt 3 personnes en Occitanie, un en Bretagne, on a aussi quelqu'un en Suisse, on vient d'ouvrir une filiale aux États-Unis. Donc la raison principale et stratégique, c'est qu'on veut travailler non seulement sur les 2 littoraux, mais on commence aussi à travailler à l'international. Donc voilà, ça n'exclut pas une présence de proximité, et je pense que les équipes du port de Sète, d'ailleurs, ont bénéficié Enfin, il y a eu un travail de co-construction avec eux qui a été très, très poussé, qui se poursuit. Et donc, l'accompagnement des clients sur le terrain n'est absolument pas négligé du fait qu'il y a une partie de l'équipe à Paris. Très bien, écoutez, je vous remercie tous. Merci Elsa Nicole, vous êtes donc présidente de la société Falco, Anne-Sophie Cassan, qui est déléguée générale de l'Union des ports de plaisance d'Occitanie, Jean-Romain Brunet, directeur général de Port Camargue, Géraldine Lamy, responsable qualité, sécurité et environnement du port de Sète, sud de France, et Vincent Renoir, chargé de mission des problématiques littorales chez EDF, notamment des écosystèmes hydrogènes. Merci à tous d'avoir suivi cet après-midi de réflexion. C'est la fin de notre émission dédiée à l'économie bleue proposée par la Tribune Montpellier. Vous pourrez bien évidemment revoir cette émission sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, chaîne YouTube et la chaîne La Tribune sur le site de La Tribune. C'est une émission qui a été proposée en partenariat avec EDF et 7 Aglopoles Méditerranée pour la préparation de cette émission. Mes remerciements vont à Cécile Chéniaud, Stéphanie Marine et Émilie Riboud de La Tribune Montpellier. Je vous dis à très bientôt.